Bonjour à tous, en tout cas merci pour les invitations, merci d'être là. J'ai fait cette présentation de manière, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, et après l'idée c'est évidemment si on peut aussi en débattre, on peut en discuter, en tout cas c'est pour avoir un peu des grands messages. Ça on s'en fiche. Ce qui est très important évidemment ça va être ça, qui tout de suite va mettre le contexte, pourquoi aujourd'hui, et notamment dans les médias, vous entendez autant l'endométriose. Parce qu'on a ce chiffre qui revient, 10% des patientes, mais j'allais dire des femmes, aujourd'hui affectées en France. Donc vous voyez, sur 2 à 2,5 millions de personnes en France, donc c'est pas un petit problème, comme on l'entend encore malheureusement, de règles dans un coin, et même d'autres choses. Donc c'est vraiment un problème, j'allais dire, de santé publique, qui concerne évidemment les femmes jeunes, mais on le verra aussi, pas que. Voilà. Il y a encore cette histoire, aussi ces chiffres, ils sont assez... fréquent, c'est-à-dire 7 ans d'errance diagnostique, en fait, et ça, on espère, avec tout ce qui se met en place aujourd'hui, aussi la conférence, ça en fait partie, mais en France, en règle générale, on va avoir une meilleure formation, probablement des professionnels de santé, des médecins traitants, des sages-femmes, enfin de tous les professionnels, qui vont permettre un petit peu mieux, je pense, de dépister plus tôt les douleurs handicapantes pour 70% des femmes concernées, et vous verrez, bien entendu, il y a d'autres soucis. Qu'est-ce que c'est finalement l'endométriose? La définition, elle est assez simple, c'est la présence du tissu endométrial en dehors de la cavité. Alors pour faire simple, je vous ai fait un petit schéma là, de l'utérus. Il faut voir que l'endomètre, c'est le petit tissu qui recouvre ici la cavité. Ce tissu-là, en fait, c'est le tissu qui va s'épaissir en fonction du cycle pour accueillir, si jamais il y avait un œuf fécondé, donc vraiment une fonction évidemment pour la procréation. Chaque cycle, j'allais pas dire heureusement il n'y a pas de grossesse, mais bon, heureusement à chaque cycle il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'évidemment cet endomètre, on va dire qu'il s'est épaissi pour rien, et donc on va dire épaissir pour rien, et ben il va se fragmenter, il va donner les règles. Donc c'est pour ça que c'est un phénomène cyclique, normal, évidemment, de la vie de la femme, de la vie génitale de la femme. Cet endomètre il se défragmente, certaines personnes disent parfois il tombe, mais bon, ça donne les règles, et donc c'est le sang menstruel cyclique. Ce sang-là, en fait, il est évidemment chargé de plein de petites cellules endométriales, de ce tissu qui s'est finalement développé, j'allais dire encore une fois pour rien si on peut prendre l'expression, mais l'utérus étant une forme de pompe pour évacuer ce sang, mais évidemment, vous savez aussi, pour la fonction de l'accouchement, évidemment, il y a aussi cette forme de pompe pour les contractions et pour réaliser l'accouchement, mais cette forme de pompe, malheureusement, il met en pression cet utérus, et donc l'endomètre peut aller pénétrer dans le muscle ici, ou, j'allais dire, redégorger par des trompes, et donc se retrouver finalement dans le ventre. Et c'est pour ça qu'il y a une multitude de formes d'endométriose, parce que ces implants-là, ils vont se fixer, j'allais pas dire un peu n'importe où dans le ventre, mais pas loin, où ils en ont envie, et c'est ça le problème de la maladie endométriose. C'est-à-dire que cet endomètre, finalement, il n'est plus au bon endroit, c'est-à-dire dans la cavité utérine, il va s'implanter ailleurs, et il va réagir, par contre, de la même façon que l'endomètre naturel. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que cet implant qui est finalement venu s'implanter dans le ventre, il va s'épaissir, et il va saigner, il va créer de l'inflammation, mais évidemment, ce sang, cette inflammation, elle ne pourra ne pas être évacuée parce qu'elle va rester dans le ventre. Donc ça va créer des adhérences, créer des douleurs, etc. Donc c'est pour ça que j'ai détaillé un petit peu, mais ce n'est pas le but de faire un truc exhaustif, toutes les lésions qu'on peut retrouver, mais au moins, j'espère que vous avez compris un peu les grandes lignes. Évidemment, la question qui vient, évidemment tout le temps après, finalement pourquoi? Quelle est la cause de ce truc? Et la cause, en fait, on n'en sait rien. C'est pas compliqué, c'est aussi pour ça, malheureusement, qu'aujourd'hui, on a une moins bonne connaissance encore des phénomènes qui se créent, parce que si on savait forcément la cause, on aurait peut-être des thérapeutiques aussi plus efficaces pour bloquer, je dirais même, la maladie dès le début. Aujourd'hui, il y a plein d'hypothèses qui ont été créées, évidemment, mais aujourd'hui, moi en tout cas, j'adhère beaucoup à celle-ci, c'est la théorie, ce qu'on appelle immune ou auto-immune, peu importe, mais il n'y a pas une d'immunité. L'immunité, on va le comprendre dans ce sang, finalement, et cet endomètre qui est venu s'implanter. En fait, mon corps, il reconnaît que c'est pas au bon endroit, donc lui, il a la capacité de le détruire, évidemment, il recycle, comme toutes les cellules de l'organisme, mais finalement, c'est du tissu, il reconnaît que c'est du tissu à moi. Donc le corps, il ne peut pas détruire ce qui nous appartient. On comprend bien ça aussi, et dans les maladies, dans plein de maladies auto-immunes, on dit que c'est la théorie du soi et du sur-soi, c'est-à-dire qu'on détruit ce qui peut être amené à nous. Mais c'est une des théories, évidemment, il y en a plein d'autres.
On sait qu'il y a un contexte évidemment environnemental, génétique, ça c'est aussi un petit peu plus en train d'émerger, mais en tout cas, l'immunité serait vraiment le problème. Et je dis bien encore serait, parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'information. C'est important, ça c'est les cours de Santé publique France, donc l'organisme national qui nous donne des chiffres, un petit peu des données épidémiologiques, qui ont créé un très beau rapport, là, si vous avez le lire, en mars 2022. Et ça, c'est pour vous donner une idée que, en fait, les courbes, finalement les chiffres, on s'en fiche un petit peu, c'est plutôt, vous voyez, la prise en charge, elle augmente dans le temps à l'hôpital. Donc c'est-à-dire que ça c'est bien, c'est un premier vecteur. On se rend compte que de plus en plus cette prise en charge, quelque part, évidemment, c'est pas moi qui veux dire le contraire, évidemment c'est une bonne chose. Et là, regardez, c'est ça qui est super intéressant, et c'est pour ça que je vous disais, ça concerne les femmes jeunes, mais pas que. On voit bien, bon, la grande période 20-50 ans, on est d'accord, hein, la période évidemment, la grande période d'activité génitale. Dans l'histoire naturelle, on comprend un peu avant 20 ans, il y a quelques douleurs, mais heureusement, souvent, elles ne sont pas encore énormes. Et vraiment, vous voyez les pics à partir de 20 ans, et vous voyez autour de la quarantaine, là, ici, on a vraiment un grand pic. Donc ça aussi, c'est l'âge de prise en charge, donc à l'hôpital. Et donc, on le voit bien, mais regardez, jusqu'à 80 ans, on en retrouve. Donc c'est bien le problème, c'est-à-dire que ça nous concerne finalement, et ça c'est une question qui revient souvent quand on me demande, bah oui, c'est un gros problème ici, mais pas que. D'accord ? Bon, après évidemment, on a différentes facettes, hein, évidemment, on comprend bien que ces dames-là, elles n'ont peut-être pas forcément les mêmes problèmes que ces dames-là. Déjà la première variable, la fertilité, évidemment, hein, on peut imaginer que cette dame ici ou cette dame ici, bon, c'est peut-être pas le même but, mais on va le voir et c'est ça qui est important. Là aussi, on voit très bien, ça aussi c'est intéressant, géographiquement, on voit bien des très grandes disparités en fonction des territoires. Alors ça, c'est pas parce qu'en Franche-Comté ou dans le Rhône, il y en a plus ou moins. Hein. Probablement, en fait, c'est ça, et on le voit, en espérant dans le futur que ça va s'harmoniser. Bah, vous voyez, par exemple, la Guadeloupe, très peu, bon, on s'en fiche, hein, les chiffres font pas, vous voyez, par exemple, la Réunion, beaucoup. Bon, je peux vous dire, il y a un grand centre à la Réunion, donc c'est pour ça, bon, faut pas chercher à comprendre. Mais ça, on va espérer que justement, au fur et à mesure, ça devrait se gommer un peu plus, et c'est pour ça qu'on voit. On le voit, vous voyez, aussi dans cette carte, c'est plus visuel. Mais en fait, ça, c'est le risque relatif d'endométriose, prise en charge à l'hôpital. Alors, on a toujours les chiffres qu'à l'hôpital, donc déjà, ça met un gros biais, hein, c'est-à-dire que toutes les femmes, évidemment, n'arrivent pas à l'hôpital, heureusement. Mais on voit bien que, vous voyez, il y a des... Par exemple, à Bordeaux, il y a un grand concentre. Vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de dames là qui sont prises en charge ici. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'est un effet centre? Est-ce que c'est tout ça? On n'en sait rien. Alors, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic, et c'est toujours dans l'idée de la conférence, c'est pour mieux comprendre aussi ce qu'on aura à traiter. Le diagnostic, et moi j'aime bien le dire, il est clinique. Il est vraiment clinique. C'est-à-dire, toute règle douloureuse qui dépasse un certain stade, elle doit nous faire alerter au diagnostic. C'est-à-dire que c'est pas normal, et j'aime bien cette phrase, les règles sont souvent un phénomène douloureux, normal de la femme, oui, mais pas jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on ne considère pas un petit fond douloureux, bon, parce qu'on a l'utérus qui contracte, tout ça, c'est acceptable. Bien entendu, si ça en vient à arrêter l'activité quotidienne, de l'absentéisme au travail, etc., ça devient plus normal. Hein, d'accord? Donc ça, c'est très important. Les symptômes, finalement, et si vous avez bien compris la slide qui était le plus important du début, elles sont en fonction de la localisation des problèmes. Les dysménorrhées, donc ce qu'on appelle les douleurs de règles, les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports, surtout avec des implants profonds dans le fond du ventre. Les dyscasies, c'est les problèmes à l'exonération des selles, problèmes aux urines, douleurs pelviennes chroniques, et même malheureusement, j'aurais pu mettre 3 petits points parce qu'on peut dérouler un tas de symptômes particuliers. L'autre problème est évidemment l'infertilité, et c'est ça pourquoi aussi je vous disais que les problèmes des femmes à 25 ans ou à 80 ans évidemment ne sont pas les mêmes. Et moi aussi, j'aime beaucoup dire à mes patientes, on doit toujours prendre en charge les deux, la douleur et la fertilité, et vous le verrez en fonction évidemment du projet de la patiente. Ou, et c'est ça aussi qui est très important, toute douleur est créée par le cycle. Et ça, on en a vu dans des cas extrêmement rares, des endométrioses cérébrales ou des choses comme ça, où il y a vraiment des choses particulières, on ne comprend pas trop. Est-ce que l'endomètre, par le sang, elle est, j'allais dire, baladée et s'implantée? On ne sait pas trop, mais bon, c'est assez important, c'est hyper rare, mais bon. Souvent depuis l'enfance, donc là aussi quand en fait on interroge les patientes, on le sait bien, on a une histoire, oui les premières règles commencent à être douloureuses, de plus en plus, souvent il peut y avoir l'histoire de la pilule, qui peut un peu améliorer, mais bon, il y a l'histoire en tout cas, elle n'apparaît pas souvent, enfin la plupart du temps en tout cas on a une histoire depuis l'enfance, c'est pas obligatoire évidemment non plus. L'examen, bon, ça doit être un examen gynécologique complet, ça ne sert pas compte intérêt. Enfin ça a l'intérêt bien pour les patients de détailler aujourd'hui. Les examens complémentaires, c'est ça aussi, et là vous allez le voir,
C'est pour ça que si vous comprenez bien finalement le message, maladie très complexe, donc là vous allez voir, il y a un nombre d'examens qu'on peut faire hallucinant. C'est-à-dire que c'est en fonction. Et c'est pour ça qu'il faut un peu hiérarchiser. Et effectivement, aujourd'hui, les deux principaux examens que vous devez retenir, l'échographie et l'IRM. Et ces échographies, tous les examens doivent être pris en charge dans un parcours, discuter avec la patiente et aussi décider, je dirais que les gens au moins qui ont un peu l'habitude. Donc, première intention l'écho, et s'il y a des anomalies, souvent on fait l'IRM pour mieux voir. Et là aussi, le problème, c'est que l'IRM normal n'élimine pas non plus la maladie. Donc ça aussi, vous vous rendez compte que c'est bien compliqué. Et souvent, ça aussi, on a une multitude de patientes, elles ont fait l'IRM, bah non, madame, vous n'avez pas d'endométriose, fin d'histoire. Et ça, on le voit souvent. Et encore une fois, c'est pour ça que le diagnostic, il est essentiellement clinique. Là, je vous ai mis la liste, mais évidemment, c'est une liste non exhaustive. Et c'est là qu'il faut voir l'écho endovaginal un peu plus spécialisé, la cystoscopie, donc l'exploration par la vessie, l'échographie des voies urinaires ou l'uroscanner, l'écho-endoscopie endorectale, l'entéro-IRM, enfin bon, on peut développer, et ça, évidemment, ça doit être prescrit par des gens qui ont un peu l'habitude, parce que ça ne sert à rien, finalement, de faire un bilan ultra complet si dès le début, on ne suspectait pas ça cliniquement. Donc ça aussi, c'est pour ça que souvent, c'est des examens, ce qu'on va appeler deuxième ou troisième ligne, en fonction de l'examen de la patiente, et encore une fois, en fonction du projet aussi. Il y a des recommandations, évidemment, de l'HAS. Vous pouvez les trouver sur Internet qui sont assez compliquées. Bon, c'est pour faire simple, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Et c'est toujours, et c'est pour ça que je vois, moi j'ai rajouté ça, toujours évaluer la patiente sur les deux bras, fertilité et douleur, et ça c'est indispensable. Et ça c'est vraiment, encore une fois la fertilité à 80 ans, peut-être moins, mais en tout cas, on doit toujours y penser, et c'est très important, et la prise en charge, elle doit être globale. Les traitements, alors c'est ça qu'il faut voir. Le problème c'est ça, finalement, c'est la douleur chronique. Et si vous comprenez un peu le sujet de fond du propos depuis le début, le traitement, il n'est pas si simple non plus. Alors, heureusement que certaines patientes, on met un traitement hormonal en place par exemple, et on va arriver à beaucoup calmer les choses. Malheureusement, et c'est ce spectre-là qui est le plus compliqué, qui rend très compliqué la prise en charge, c'est la douleur chronique. C'est-à-dire que cette douleur, en fait, on dit souvent, la douleur physique, hein, on a mal, on est fatigué d'avoir mal, donc ça induit un état de dépression, mais pas de folie, hein, c'est-à-dire qu'on en a marre d'avoir mal, hein, c'est bête et méchant, mais on en a marre. Donc ça retentit sur l'alimentation, d'ailleurs j'ai oublié le sommeil là ici, et après peur d'avoir mal d'anticipation des douleurs, et après on s'enferme. Et c'est ça qui est très compliqué dans la prise en charge, elle doit être globale, et il faut essayer de casser ce cercle vicieux-là. Et c'est ça qui est évidemment indispensable, le projet doit être personnalisé. Parce qu'évidemment, on vient de le voir, et si vous avez compris un peu les take-home messages, c'est de se dire évidemment, il dépend évidemment de l'âge. Évidemment, les jeunes filles à 15 ans ou à 80, encore une fois, elles n'ont pas les mêmes projets. Les projets de fertilité, qui doivent être très importants, et si on peut le planifier, le programmer, ou en tout cas en parler le plus tôt pour essayer de voir un peu les choses, c'est important. Évidemment, en fonction des symptômes et du projet thérapeutique. Et ça, c'est quelque chose que pour moi est très important. La décision, elle doit être partagée et échangée avec la patiente, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une médecine, il y a ça, il faut faire ça. Moi, j'ai plein de patientes qui me disent, non, mais finalement, je vais pas si mal, je sais pas, la chirurgie, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Moi, j'arrive à comprendre très bien ça. On va me dire, c'est aussi en fonction du choix de la patiente, et c'est ça qui est très important. La prise en charge est toujours de la même ligne, hein, si vous voyez le message que je redonne à chaque fois, mais elle doit être pluridisciplinaire. Et ça aussi, c'est important. Travailler en équipe, travailler avec plusieurs personnels, et ça, on le voit bien en fonction des symptômes. On a plusieurs armes, ou en tout cas collègues avec qui on peut travailler. Bon, les gynécologues, bien entendu, les sages-femmes, les chirurgiens en fonction d'autres organes digestifs, urologues, etc. J'aurais pu mettre. Médecins de la douleur, très important, les infirmières aujourd'hui, les diététiciennes, etc. On peut dérouler, mais c'est pour ça que la prise en charge, elle doit être globale, pluridisciplinaire, discuter, échanger avec la patiente et adhère au projet thérapeutique. Les traitements, évidemment, je vous les ai mis pour info, mais on ne va pas tous les détailler, bien entendu. Il faut se rappeler que, si vous avez bien compris, la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme, c'est une maladie hormonale. Donc voilà, aujourd'hui, comme on ne sait pas la cause de cette maladie hormonale, on ne peut que la bloquer. Donc évidemment, le traitement hormonal, c'est-à-dire les pilules, hein, comme on entend, mais pas que, hein, ou les injections, etc. Et évidemment, c'est notre première arme thérapeutique aujourd'hui, quelque part. Il y a des traitements évidemment non hormonaux, hein, les antalgiques, les aliénases, etc. Bien entendu, pour la douleur, c'est important.
Ça en avait remis. Pourquoi? Parce que ça avait mis un peu de débat, parce qu'il y a des pilules, etc. Il y a eu des retraits de médicaments, parce qu'il y a eu des risques, etc. Tout ça aussi pour dire que c'est bien d'avoir des gens qui se maintiennent un peu au bout du jour, pour avoir des indications en fonction. La prise en charge, toujours pareil, globale. Et aujourd'hui, vous avez vu, on va détailler plein d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, le TENS, qui n'est d'ailleurs pas totalement un TENS, neurostimulation, mais c'est ce dispositif, en fait, c'est un mécanisme qui stimule en fait, les racines nerveuses, qu'on peut mettre souvent, on sait, sur la jambe, qui stimule, qui était très bien fait, alors soit dans la médecine de la douleur pour les douleurs chroniques, soit évidemment en urologie, c'est pour ça que ça va être urostim, voilà, pour tout ce qui était un peu en sensation pressante par l'épicé, etc., les sensations d'hyperactivité vésicale. Et aujourd'hui, on sait aussi que dans l'endométriose, en fait, on stimule les nerfs de manière régulière, on apaise leur excitabilité, donc en fait, on apaise leur sensation en fait, de trop être excitable. Et si vous avez compris, la douleur chronique rend les nerfs, entre guillemets, excitables, donc là, on peut un petit peu, un petit peu les endormir. Donc ça, c'est très très bien, elle est souvent très acceptée et très plébiscitée de la part de nos patientes. On le fait notamment à la clinique avec une infirmière qui accompagne les patientes avec ça, qui leur explique, etc. Et c'est très bien. Tout ce qui est médecine de la douleur, donc là aussi, on travaille beaucoup avec notre centre de la douleur, mais là, je mets 3 petits points, et là, il faudrait même en mettre plein d'autres, parce qu'il y a tellement une multitude de produits qu'on peut faire, c'est extraordinaire, mais là aussi, avec un médecin de la douleur spécifique, qui a un peu cette fibre-là, qui connaît un petit peu ce qui va mieux, parce que notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple la morphine, pour nous, par exemple, c'est pas un bon ami, c'est pas un bon antalgique. Les anti-inflammatoires, finalement, font bien, et j'allais dire vraiment beaucoup mieux. La kiné peut être un aide, la diététicienne, vous avez bien compris, la douleur chronique, ça influe sur l'alimentation, donc aussi, parfois c'est dames qui sont en perte de poids ou qui ont des troubles digestifs, donc parfois aussi, ça c'est bête. On se rend compte que le régime alimentaire, on ne se comprend pas évidemment dans un régime perte de poids, bien entendu, mais dans un régime, on a identifié parfois des régimes alimentaires qui étaient un peu plus inflammatoires que d'autres. Et ça, on le voit bien qu'en supprimant un peu la viande rouge, certains trucs, les patientes arrivent à un peu mieux maîtriser aussi les douleurs. La sophro, l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Et l'importance évidemment majeure du suivi, c'est indéniable, évidemment la clé du suivi. La prise en charge chirurgicale, vous avez eu un topo juste avant. Pareil, la chirurgie robotique, évidemment dans l'endométriose, aujourd'hui ça perce de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on opère dans le fond du ventre, dans une chirurgie qui est fine, dans des espaces très clos, et donc on le voit, comme vous l'avez vu dans le topo d'avant, comme on a une précision très bien, on ne tremble pas, on n'est pas à côté de la patiente, à avoir mal au dos, mal au bras et tout ça, pour des chirurgies longues, et bien évidemment le robot est aujourd'hui une bonne aide. Le problème de la chirurgie, et c'est souvent le problème qui revient souvent, c'est que cette chirurgie, elle n'est pas binaire. C'est-à-dire qu'on n'opère pas, ça n'enlève pas la maladie. Donc ça, c'est important. C'est de se dire, les patientes, évidemment, sont très demandeuses parfois en disant « enlevez-moi ce truc, on n'en parle plus ». Et bien non, malheureusement, c'est pas si simple, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut déterminer une stratégie thérapeutique. Soit parce que les traitements médicaux, on n'y arrive plus, on est un peu en bout de course, on est un peu bloqué, on veut un petit plus, on veut gagner quelque chose, on veut augmenter et améliorer notre patiente. Et la fertilité aussi est importante parce qu'on le sait, dans certains stades de la maladie, la chirurgie peut améliorer la fertilité. Donc ça aussi, ça peut être un intérêt évidemment important. Comment opérer? Et aujourd'hui, c'est l'éternelle question. La question du timing, notamment avec la fertilité, j'avais mis avec les FIV, est-ce qu'il vaut mieux opérer avant, pendant, après, on ne sait pas trop. Et donc c'est pour ça que les RCP, notamment le réseau régional endométriose Auvergne-Rhône-Alpes ou les RCP locales qu'on anime ici sur la Loire, sont évidemment d'une importance capitale, parce que vous avez bien compris, encore une fois, situation très complexe, des histoires de vie complexes, et une multitude de possibilités, donc parfois, même si on a beau voir beaucoup de patients, c'est bien d'en discuter avec les collègues, quoi. Mais pour nous, et aussi, évidemment, pour les patientes, c'est important. Donc voilà, et la question, est-ce qu'il faut opérer tout le monde? À mon avis, plutôt non. Et on part toujours du principe, pour faire simple, si le traitement médical marche bien, que le projet de fertilité ou qu'on n'a pas d'autres choses qui bloquent, on peut ne faire qu'un traitement médical. Si après le traitement de la douleur ou de la fertilité, on n'y arrive plus bien ou qu'il y a une stratégie, on peut intervenir à ce moment-là. Voilà. Ça, ça retoque un petit peu la présentation d'avant. Et c'est pour ça que j'avais mis justement la chirurgie robotique, pour nous, qui est aussi importante. Et j'avais mis justement le futur, bientôt en France. Et ça, en fait, c'est une seule incision. Là, vous avez vu dans les robots d'avant, on vous a présenté plusieurs petites incisions pour faire la chirurgie. Là, une seule. Regardez.
tout le bras, il n'y en a qu'un seul. Donc en fait, on fait la même chose, mais avec une seule incision. Et là, vous avez vu la précision. Là, il suture en arrière, de l'autre côté. Enfin, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je dis, le futur de la chirurgie, vous avez vu, là, ils nous ont montré les autres systèmes qu'on vous a présentés. On espère l'avoir bientôt en France. Aux États-Unis, maintenant, ça commence à un peu se démocratiser. Est-ce que ça va être encore plus dans le futur? On l'espère, parce que ça aussi, on le voit bien. Les cicatrices, c'est important, bien entendu. Moins de cicatrices, moins de douleur. Ça va être méchant. Mais surtout aussi, encore plus, je vais pas dire c'est pour faire distinguo, mais chez une jeune fille à 20 ans, c'est vrai que partir dans la vie avec plein de cicatrices, si on arrive à tout faire sur une seule, c'est encore mieux. Malheureusement, ça ne sera pas encore pour tout de suite, j'ai bien peur, mais on espère dans les années qui vont arriver. Voilà, traitement des buts et des objectifs, fonction des âges et des motivations de la patiente, encore une fois, vous avez bien saisi, améliorer la qualité de vie, améliorer la fertilité dans évidemment la possibilité, et d'où la discussion pluridisciplinaire pour définir une stratégie thérapeutique pour chaque patiente, et c'est ça qui est vraiment très important. Et la fertilité, on en a déjà un peu parlé bien sûr, mais c'est assez important et malheureusement ce chiffre qui revient, c'est-à-dire que vous voyez pratiquement un quart des patientes qui ont une atteinte endométriosique vont probablement avoir un problème de fertilité dans leur vie. Donc c'est pas non plus on ne peut pas traiter ou prendre en charge l'endométriose sans avoir cet autre bras, finalement cet autre levier dans notre tête et pour aider les patients. Pourquoi? Vous l'avez bien compris, en fonction des nodules où ils viennent se greffer, ça peut abîmer soit les troncs, c'est-à-dire un épanchement d'eau ou de sang dans les troncs, les adhérences, qui peuvent réduire la mobilité des troncs, des ovaires, etc. Ça peut boucher les troncs. L'adénomiose, donc ce que vous avez dit, c'est la pénétration de l'endomètre dans le muscle utérin. La réduction du stock ovocitaire, etc. Le rôle à l'inflammation, polyfactorielle, etc. C'est un problème aussi qui est très complexe dans la fertilité des dames qui sont porteuses. Heureusement à l'inverse, et moi je prends aussi souvent le chiffre à l'inverse, c'est-à-dire qu'heureusement que toutes les patientes qui ont de l'endométriose à l'inverse n'ont pas de problème de fertilité, et on voit bien, c'est-à-dire que les 3/4 n'en auront pas. Donc ça aussi c'est un message, j'allais dire, d'espoir évidemment pour les patientes, parce que quand elles viennent consulter, surtout jeunes, évidemment c'est une thématique, on les avertit à la forme qu'il peut y en avoir un, mais c'est non plus pas rare, mais c'est pas non plus obligatoire, et heureusement. Bon, les bilans de fertilité, on les a dit, ça n'apporte pas de grand-chose. En tout cas, c'est un bilan qui doit être fait évidemment par un médecin spécialisé en procréation médicale assistée. Et donc, il y a aussi tout un tas d'examens qui permettent de définir une stratégie. Et c'est vrai que souvent, c'est la fécondation in vitro qui va être discutée dans la fertilité en PMA, dans l'endométriose, parce que finalement, on va avoir beaucoup d'obstructions, des ovaires un peu paresseux ou abîmés, etc. Donc, c'est souvent ça. Quel suivi, donc ça c'est important effectivement, et on revoit beaucoup les patientes, et je pense que ça aussi ça fait partie du projet thérapeutique, l'accompagnement, je dirais dans le parcours de soins, parce que vous avez vu, maladie très complexe, beaucoup de problèmes, beaucoup de plaintes, et ça aussi, il faut revoir les patientes de manière régulière, échanger avec elles, parfois juste pour dire ça va pas, qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on ne peut pas améliorer, et on les accompagne au mieux. Et ça demande du temps, mais je pense sincèrement que c'est un grand bénéfice pour nos patients. Voilà. Je vous ai mis cette slide aussi, c'est intéressant, c'est une thématique de plus en plus aussi, vous avez entendu d'ailleurs récemment, qui est encore notamment d'Espagne, qui a eu cette thématique des congés menstruels. Et finalement, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui encore absurde, mais il faut le savoir, donc comme quelques pays, on peut dire beaucoup, mais quelques pays, ça l'est. Alors c'est un problème, là aussi de santé publique, mais vous voyez c'est quand même assez hallucinant, c'était une étude qu'on avait faite avec la mutuelle, 82% des femmes atteintes d'endométriose ne se sentent pas légitimées pour demander des arrêts. Donc on voit bien ce côté hyper tabou évidemment dans le monde du travail. Pourquoi c'est tabou? Tout simplement c'est que forcément ça va stigmatiser le rôle, la place, je vais dire, de la femme, mais c'est vraiment un problème éthique vachement plus large finalement. Et est-ce qu'on doit accorder un congé menstruel finalement à toutes les patientes? Et quelque part, celles qui n'en ont pas besoin, est-ce qu'on va me coller ça? Moi, j'en ai pas besoin. Et celles qui en ont besoin, est-ce qu'on va les coller, entre guillemets, qu'à celles qui en ont besoin? Et là aussi, on va éventuellement pointer du doigt, malheureusement, dans une entreprise, cette fille-là, elle a un problème. Donc, c'est un problème évidemment très compliqué, mais on le voit bien, 82% ne sentent pas. Pourtant, ils sont déjà 46% à avoir déjà pris un arrêt de travail ou posé des jours de maladie ou de congé pour ça. Et ça, on le voit, et c'est fréquent. 5% en ont déjà parlé à leur supérieur, donc on voit bien, le chiffre il est vraiment
évidemment reliés. Et 67%, par contre, c'est ça qui est fou, 67% des femmes et des hommes jugent qu'aujourd'hui c'est une thématique prioritaire. Donc ça c'est bien, et on l'espère, ça paraît surprenant. Alors, eh ben non, parce que c'est une étude Harris Interactive, ce qu'on appelle, c'est un échantillon représentatif de la population. Ouais, donc c'est fou, hein. Ouais, c'est fou, hein. Mais moi aussi, hein, je vous avais rassuré, ça m'a un peu bizarre, pour lequel on me demande souvent mon avis là-dessus. Moi, je suis un prêcheur convaincu, mais ce chiffre, moi, quand on me l'a donné, j'y croyais pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que l'Espagne est en train de se mettre un peu en lice. La France, on n'y est pas encore, mais on peut espérer que dans les années futures, ça va l'être. Et c'est pour ça que cette slide était très bien. Pour vous, c'est la 10e pause qu'elle prend. Pour elle, non. En fait, elle va juste prendre son cachet, ou voire même juste attendre que la crise elle passe. Et ça, évidemment, c'est important de le limiter. Voilà. J'espère avoir été assez synthétique. Merci, monsieur Reboul, pour cette précision. L'endométriose, rappelons que vous êtes donc gynécologue obstétricien à la clinique mutualiste à Aesio. Vous savez, le principe, avant de pouvoir vous libérer, c'est de répondre à vos questions avec notre spécialiste présent sur place. Est-ce que, mesdames et messieurs, puisqu'on a vu que c'était une question aussi de la part des hommes, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet sur l'endométriose? Levez la main, on a 3 minutes pour les questions. Madame, je vous ai vu très assidue, vous avez pris des notes. Alors du coup, quelle est votre question? Ma première question, c'est quelqu'un qui a 25 ans, est-ce qu'elle doit réfléchir de suite à un projet de procréation ou est-ce qu'elle a le temps? Et juste, est-ce que la pilule stoppe la propagation de l'endométriose? Alors, très, très bonne question. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, c'est deux choses. Alors, il y a dans votre question, dans le projet de fertilité chez la femme à 25 ans, il y a aussi un problème complexe, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un droit à la préservation de la fertilité, ce qu'on va appeler ici, toute femme maintenant, à partir entre un certain âge, peuvent demander à avoir qu'on réserve leur fonction ovarienne, notamment en congélant et tout ça. Donc, on fait une préservation de la fertilité. Alors, dans le cadre de l'endométriose, évidemment, il y a des côtés pathologiques, hein, donc ça, évidemment, on le voit. À mon avis, le message, c'est de se dire, effectivement, une femme jeune qui a de l'endométriose, en tout cas, elle doit être informée, j'allais pas dire dès le début, parce qu'évidemment, à 15 ans, c'est compliqué, c'est des thématiques, voilà. Mais, en tout cas, c'est là l'importance du suivi, c'est-à-dire qu'on va les accompagner. En bout d'un moment aussi, le rôle, c'est d'évaluer ses chances de procréation en disant, tiens, et c'est ça qui va déterminer surtout les choses. C'est-à-dire, évidemment, une dame à 20 ans avec une endométriose majeure, il faut en parler très vite et très tôt, pour éventuellement justement faire de la préservation de la fertilité, même si le projet de grossesse, j'allais dire, il est que dans 10-15 ans, c'est se prémunir pour l'avenir. Donc ça, c'est important. L'autre partie de la question, justement, donc oui, il faut en parler, j'allais dire tout le temps, c'est indéniable. Enfin, dès qu'on a malheureusement cette étiquette endométriose, ça fait partie, à mon avis, aujourd'hui, de la prise en charge. La deuxième question. La pilule, est-ce qu'elle bloque les lésions? C'est aussi une très bonne question. Alors, on sait que oui et non. Alors, c'est ça que là aussi on ne comprend pas. Plusieurs choses, c'est-à-dire, oui, elle bloque la maladie dans, on va dire, 90% des dames, chez qui on va arriver à bien la stabiliser sous traitement hormonal. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'idéal, dans un monde idéal, plutôt on va la mettre en place, plutôt aussi on va préserver sa fertilité, enfin, on pourrait penser par extension. Donc, plutôt, j'ai des règles douloureuses 14 ans, on met sous pilule, on pourrait peut-être penser que pour l'avenir, on la préserve. Donc, ça, c'est très important. Malheureusement, pas chez toutes les patientes. On a 10-15% qui échappent malgré une pilule bien stabilisée. Et aussi, on a un autre problème, et c'est aujourd'hui, on n'arrive pas encore à bien le démontrer, et ça, les patientes le disent très bien, c'est un phénomène aussi d'accoutumance au traitement hormonal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parfois révolutionnaire, on met la pilule, pendant 2-3 ans, on dirait en plus de problème, super, et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, tout revient. Ça peut être aussi arrivé avec les cycles des grossesses. Merci pour ces précisions. On va encore prendre une question, puisqu'après on va libérer la salle pour les tables rondes. Madame, ici, vous avez été désignée, je suis désolé, madame, à côté. Sachant que monsieur Reboul, vous êtes disponible pour répondre à toutes les questions dans la salle annexe au grand salon pour parler en toute décontraction. Quelle est votre question, madame? Voilà, j'aurais aimé savoir, une femme ménopausée en principe, donc ne devrait plus avoir de tumeur, mais que devient cette inflammation qui a migré dans le péritoine sur d'autres organes? Et quelle est la suite donc, de ces choses-là? Alors la suite, effectivement, à la période de la ménopause,
C'est pour ça qu'aussi il y a pas mal de prises en charge tout dans le cadre déjà de périménopause, parce que l'adénomiose, notamment la pénétration de l'endomètre dans l'utérus, c'est une hystérectomie pratiquement sur 2, donc l'ablation de l'utérus autour de la cinquantaine, pour lequel on va retrouver l'adénomiose, pour autant chez une patiente qui n'a pas d'histoire de l'endométriose. Donc on voit, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a 10% des femmes et tout le monde est un peu différent. Chez une dame, on va dire, malheureusement, avec une histoire classique d'endométriose, avec des lésions qui sont créées dans le ventre, des adhérences, elles sont plutôt mises au repos. Évidemment, cet endomètre, il n'est plus stimulé de façon hormonale, donc il est mis au repos, et par contre peut persister justement ce côté douleur pelvienne chronique, des adhérences dans le ventre, il peut par un urtère un peu sténosé, ça va rester, parce que malheureusement, la sténose, la fibrose qui s'est créée, elle ne va pas jamais disparaître. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça que la prise en charge est beaucoup moins importante, parce qu'on a plus de phénomène hormonal, mais il peut rester quelques symptômes, évidemment, après la ménopause. Il n'y a pas d'intervention. Si, on peut, en fonction des symptômes. Effectivement, là, on va traiter la zone douloureuse, donc dans un projet thérapeutique, soit lever des adhérences, lever une sténose, enfin traiter, mais spécifiquement ce qu'il faut. Merci en tout cas pour ces réponses. Je rappelle que du coup, vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique mutualiste à Aesio.